Le VIH continue à être une maladie qu'on retrouve beaucoup en France. Et justement, ce qui prêche en France, c'est le dépistage. C'est effectivement devenu une maladie chronique parce que l'infection par le VIH ne guérit pas. Mais les traitements actuels sont très faciles à prendre. Ils sont très bien tolérés. Ils ne donnent pas d'effets secondaires. Ils permettent d'avoir une charge virale indétectable. Et tout ceci permet aux personnes infectées par le VIH d'avoir une vie normale, un pronostic à long terme, comme une personne qui n'est pas infecté, et ça va encore plus loin. Quand la charge virale est indétectable sous traitement, ils ne sont plus contaminants. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue, et on est reparti pour une nouvelle journée santé à l'occasion du 1er décembre. Et vous le savez, tous les ans, le 1er décembre a lieu la journée mondiale de lutte contre le sida. J'invite aujourd'hui Élie Thérault, bonjour et bienvenue. Vous êtes écoutante à SIDA Info Service et vous êtes référente du public LGBT. Bienvenue sur Beurre FM. Le docteur Radia Djebar est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes coordinatrice médicale à SIDA Info Service. On dit encore SIDA Info Service ? On dit encore SIDA Info Service, mais on a transformé le nom officiel de l'association en 6 associations. Parce que SIDA Info Service, qui historiquement répondait uniquement au VIH et au SIDA, actuellement répond à toutes les IST, aux hépatites, à la santé sexuelle, donc répondre à la santé sexuelle d'une manière générale. Donc on est 6 associations. SIDA Info Service qui lance une nouvelle plateforme d'information à la santé sexuelle. Son adresse c'est www.sexualité-info-santé.fr et on en parlera ce matin. SIDA Info Service qui est née d'une autre crise sanitaire que celle qu'on vit aujourd'hui, puisqu'elle est née au début des années 80, au moment de l'apparition des années SIDA. Et beaucoup de gens qui vivent cette crise sanitaire liée au coronavirus disent qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce qui s'est passé il y a 40 ans. Tout à fait. SIDA Info Service a 30 ans cette année. SIDA Info Service a été créé par la SFLS et par Aide à l'époque pour apporter justement un soutien à une pathologie qui arrivait, qui était méconnue, qui était la source de stigma. Dont on ne connaissait absolument rien, virus tout à fait nouveau, et effectivement par beaucoup de choses, ça nous renvoie à ce qui existe aujourd'hui vis-à-vis du Covid, de la Covid-19. Avec pas mal d'inconnus et l'impuissance finalement face à ce nouveau virus. Tout à fait, et puis beaucoup de publications qui se démentent, qui arrivent les unes après les autres, et qui font que le grand public est complètement déstabilisé. Tout à fait comme au début du VIH. Et à noter que beaucoup de chercheurs sur le sida travaillent sur le coronavirus d'ailleurs aujourd'hui. Ce sont les mêmes, vous pouvez dire. Ce sont les mêmes qui ont travaillé sur le VIH et qui ont fait que le VIH a avancé. Ce sont les mêmes qui travaillent sur la Covid. On note quand même une différence par rapport au VIH, c'est que le virus de la Covid a été trouvé très rapidement par rapport à la découverte du VIH. Ça a mis plusieurs années avant qu'on comprenne qu'il s'agissait d'une infection virale et qu'on arrive à nommer le virus responsable. C'est aujourd'hui le 1er décembre. Est-ce que les Français sont encore concernés par le 1er décembre, par cette date du 1er décembre ? Je ne sais pas si se sentent concernés, je peux pas. Mobilisés sur la lutte contre le sida? Malheureusement, ce sont essentiellement les personnes concernées par l'infection, ce sont les associations, les personnes atteintes qui sont mobilisées, pas le grand public, bien que le VIH continue à être une maladie qu'on retrouve beaucoup en France. Et justement, ce qui prêche en France, c'est le dépistage, c'est que les Français vont pas se dépister, parce que il faut dire que la porte d'entrée pour le traitement, pour la prise en charge du VIH, c'est le dépistage. Et tant qu'on ne se sent pas concerné, on ne va pas se dépister. Et là, on parlera des chiffres, de savoir qui se sent concerné. Mais pour beaucoup de Français, le sida, c'est plus un problème. C'est devenu une maladie chronique comme les autres. C'est une maladie chronique. C'est ce que les spécialistes aimeraient que les Français comprennent et intègrent. C'est effectivement devenu une maladie chronique parce que le VIH, effectivement, ne guérit pas.
l'infection par le VIH ne guérit pas, mais les traitements actuels sont très faciles à prendre, une fois par jour, comme pour l'hypertension artérielle par exemple, une fois par jour. Ils sont très bien tolérés, ils ne donnent pas d'effets secondaires, ils permettent d'avoir une charge virale indétectable et tout ceci permet aux personnes infectées par le VIH d'avoir une vie normale, un pronostic à long terme comme une personne qui n'est pas infectée, et ça va encore plus loin. Quand la charge virale est indétectable sous traitement, ils ne sont plus contaminants. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des rapports sexuels, aussi bien pour les hétérosexuels que pour les homosexuels. Ils peuvent avoir des rapports sexuels sans préservatif, sans contaminer, sans risque de contaminer leur partenaire. Donc effectivement, ça devient une maladie chronique, mais ça continue. Et l'objectif, c'est qu'on ait moins de personnes infectées. On disait de Sida Info Service qu'il avait 30 ans cette année, mais 40 ans après l'apparition du sida, il n'y a toujours pas de vaccin. Non, il n'y a toujours pas de vaccin. Ça, il faut le dire, parce que là, on est en train de nous promettre un vaccin pour le coronavirus très rapidement. 40 ans après, il n'y a pas de vaccin contre le sida. Pourquoi cette difficulté à trouver un vaccin ? La difficulté vient du type du virus. Le virus du sida, le VIH, est un virus qui mute énormément, qui mute très très rapidement. Il y a eu plusieurs essais. Il y a un essai qui va démarrer là en décembre, encore un autre essai de la NRS qui démarre en décembre. Mais la nature du virus fait qu'on n'arrive pas à trouver la nature le fait qu'il mute très 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 rapidement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à mettre au point un vaccin. Tout à fait. Est-ce que 40 ans après l'apparition de ce virus, il est bien connu des Français ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on sait tout du coronavirus. Alors là, tous les soirs, il y a des gens qui vous expliquent comment il se passe, sa nature, comment il pénètre. Est-ce que les gens connaissent bien le virus du sida ? Alors, les gens, dans la population générale, j'aurais tendance à répondre que non. Ils connaissent peu les modes de transmission. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on existe. Sida Info Service, c'est sur ça qu'on répond également. Ils connaissent peu les thérapeutiques, ce dont Radia a parlé tout à l'heure, à savoir le fait qu'une prise en charge pour le VIH qui est faite assez tôt mène à une vie quasi normale. On parle d'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique qui est extrêmement bien connue, pour laquelle il y a un traitement. Ou le diabète, ou le diabète. Toutes les maladies. La différence du VIH par rapport à ces maladies chroniques, c'est le stigma, dont Radia a parlé tout à l'heure également, qui est encore présent aujourd'hui en 2020. C'est-à-dire que le VIH, ça reste une maladie stigmatisée qui touche des populations qui sont quand même essentiellement des populations très discriminées. Et par là, on va avoir toute une population qui va ne pas se sentir concernée et penser que ça vient toujours arriver aux autres. VIH et sida, c'est pas la même chose. Alors, expliquez la différence, docteur. Infection par le VIH, c'est le fait d'être infecté par le VIH. On a été contaminé à l'occasion d'un rapport sexuellement protégé ou d'un échange de matériel pour se droguer. Et VIH, ça veut dire quoi alors ? Virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus qui va attaquer l'immunité de la personne et qui fait qu'elle va devenir sensible à des germes qui sont naturellement présents dans notre organisme. Et donc, si l'infection par le VIH n'est pas prise en charge et n'est pas traitée, ça évolue vers le sida. Donc, le nom de la maladie, c'est le sida, c'est ça ? Le nom de la maladie avancée, le sida, c'est un stade de l'évolution. L'infection par le VIH, c'est le stade initial. Et le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience humaine. C'est un stade de l'infection par le VIH. Là, la personne a atteint un niveau où elle développe des maladies, ce qu'on appelle les maladies opportunistes, qui sont la cause de germes qui, à l'état normal, chez une personne qui a une bonne immunité, ne sont pas agressifs. Ils vivent dans le corps et à l'occasion de l'immunodéficience, ils deviennent agressifs et donnent des maladies graves. Alors c'est ce qu'on appelle un rétrovirus. Comment est-ce que le VIH prend le contrôle de notre système immunitaire ? Tout le mal vient de là. Le virus, normalement, notre organisme est fait de telle façon à ce qu'il combat un corps étranger, quel que soit le corps étranger.
Le VIH est un virus qui est très très intelligent. Il arrive, il va pénétrer dans ce qu'on appelle les cellules cibles, qui sont essentiellement les cellules de l'immunité, les cellules CD4. Et ce virus, c'est un peu scientifique, va arriver avec son matériel génétique. Il va transformer l'ADN de la cellule, c'est pour ça qu'on parle de rétrovirus. Il transforme l'ADN de la cellule en ARN. Et la cellule commence à travailler pour le VIH. Elle se met à son service. Et donc, la cellule contaminée va fabriquer d'autres virus. Elle en fabrique beaucoup, des milliards, jusqu'à ce qu'elle s'épuise et meure. Et ça prend combien de temps pour ceux qui nous écoutent, en gros ? Entre le moment de l'infection et ce que vous décrivez ? Ce mécanisme va permettre qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une sérologie positive. C'est-à-dire que quand on va faire une sérologie, on va trouver les traces de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on dit que cette personne est infectée par le VIH. Ça prend entre 15-21 jours et au plus tard 6 semaines. Et c'est pour ça qu'on dit un test négatif n'est fiable que 6 semaines après la contamination. C'est-à-dire qu'une personne qui a un rapport sexuel non protégé, qui fait un test à 21 jours, il peut être positif, mais il peut être négatif. S'il est négatif, on n'a pas de certitude qu'elle ne s'est pas contaminée. Il faut attendre 3 semaines, il faut attendre 6 semaines en tout avant de dire que le test est réellement négatif, parce que ça peut prendre effectivement entre 10-15 jours. Ah ben là, vous me l'apprenez. Donc, c'est pas la peine de se jeter 3 ou 4 jours après pour aller faire un test, c'est ça ? C'est pas tout à fait ça. 3 ou 4 jours, c'est vraiment trop tôt. 3 ou 4 jours, si on vous fait un test, ça donne juste votre état à vous. Par contre, on attend 6 semaines si le risque est mineur. Par contre, si on a pris un véritable risque, un vrai risque que le médecin estime être un vrai risque, il peut être positif dès 15 jours. Et là, les recommandations, c'est qu'on traite très tôt. Donc, à 15 jours, si on dépiste, on traite pour éviter que le virus va se cacher dans certaines cellules où il devient inaccessible au traitement. Mais ce qui est encore plus important, ce qu'il faut vraiment qu'on retienne, c'est que quand on a pris un vrai risque, il y a un traitement préventif qui évite qu'on soit infecté si jamais on a été contaminé. Alors donc il est à prendre dans combien de temps ce traitement ? Dans les traitement ? 48 heures ou plus tard après la prise de risque. C'est-à-dire dès le moment où on a eu son rapport sexuel, on va aux urgences ou dans les services spécialisés ou dans les centres de dépistage. Le plus tôt possible, plus tôt on le prend, meilleures sont les chances de ne pas être contaminé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le traitement post-exposition. Et c'est vraiment une notion à diffuser, à partager. Ça éviterait que des personnes qui auraient pu bénéficier de ce traitement soient infectées. Et en quoi ce traitement consiste-t-il ? C'est une trithérapie pendant 4 semaines. Donc c'est le même traitement que prendrait quelqu'un qui serait infecté par le VIH. Donc une trithérapie pendant 4 semaines avec un suivi qui dure par contre 3 mois, lui. Un suivi qui va durer 3 mois. On donne le traitement, puis on continue à suivre la personne pendant 2 mois après l'arrêt du traitement. On fait un test à 2 mois après l'arrêt du traitement. Si le test est négatif, on lui dit « Vous pouvez tourner la page, vous n'avez pas été contaminé ». Bien. On parlait tout à l'heure de la résistance au dépistage. Alors déjà, en quoi le test de dépistage consiste-t-il ? Élie ? Alors, c'est une banale prise de sang. Le test de dépistage habituel du VIH, ce qu'on appelle une sérologie, c'est une prise de sang qui peut se réaliser en centre de dépistage, qui peut se réaliser en laboratoire de ville, prescrite par le médecin ou parfois même payée de sa poche, ça peut arriver. Il y a d'autres méthodes de test. Il y a le test rapide qui consiste en une petite piqûre au bout du doigt où on recueille une goutte de sang. Une personne le fait, ça va être dans le milieu associatif ou ça va être dans le milieu médical. On recueille une goutte de sang sur le bout du doigt qu'on met au mélange avec des réactifs et on obtient un résultat dans les 20 minutes. Il y a les autotests qui fonctionnent aussi sur ce même modèle qu'on peut acheter en pharmacie. Attention, les sérologies, Radia en parlait tout à l'heure, ont un délai de fiabilité de 6 semaines. Les tests rapides et les autotests qu'on peut acheter en pharmacie, eux, ils vont avoir un délai de fiabilité de 3 mois. Donc c'est pas quelque chose qui est conseillé lorsqu'il y a un risque très récent.
On a parlé de la révolution que les autotests ont fait quand ils sont arrivés. Hein, ça représentait une vraie révolution. Est-ce que ça a eu le succès escompté ou pas ? Les autotests, c'est comme le VIH. Les autotests sont connus par des communautés. Donc l'autotest, effectivement, est connu par une communauté très, très utilisée, mais pas par l'ensemble de la population. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu une razzia d'autotests comme les fameux tests pour le coronavirus, où tout le monde s'est jeté dessus. Non, parce que justement, les personnes ne se sont pas concernées. Le grand public ne se sent pas concerné par le VIH. Le VIH, c'est la maladie que ça continue malheureusement à être la maladie des homosexuels, des prostituées, des marginaux. On ne se sent pas concerné comme par la Covid-19. Aujourd'hui, on se rend compte que les Français ne savent toujours pas, 40 ans après, quels sont les modes de contamination du sida. Alors, quels sont-ils, docteur Djebar ? Les modes de contamination sont vraiment bien identifiés. C'est la voie sexuelle, les rapports sexuels non protégés, quel que soit le type de rapport, pénétration anale, vaginale. La fellation, mais la fellation, ça ne concerne, pour le VIH, le risque ne concerne que la personne qui fait la fellation, pas celle à qui on fait une fellation. La deuxième voie, c'est la voie sanguine. Dans la voie sanguine, on retrouve tous les échanges de seringues, de matériel pour se droguer, les échanges de paille pour sniffer. Ça aussi, mais c'est pas connu. De la mère à l'enfant. Et également au niveau du sang, tous les traitements et bilans invasifs, mais plus en France. Ce volet complètement, c'est ce qu'on avait appelé l'accident du sang, vous savez, les hémophiles, les transfusions. Toutes les transfusions suite au sang contaminé. Tout à fait. Mais là, en France, c'est vraiment sécurisé actuellement. Il n'y a pratiquement plus aucun risque. Donc, pour résumer, voie sexuelle, voie sanguine et de la mère à l'enfant. Le lait maternel. Je l'ai lu, moi. Je vois des sites où ça y est marqué. Alors, c'est vrai que... Oui, en effet. Le lait maternel peut être contaminant. On continue à demander aux mamans de ne pas allaiter leur bébé. En France, toutes les mamans infectées par le VIH sont sous traitement, ont une charge virale indétectable. Et la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse, qui était de 25 à 30% avant les traitements, est à moins de 1% maintenant. Et le 1%, c'est la majorité du temps des femmes qui n'ont pas été suivies pendant la grossesse. Le lait maternel continue à être très contaminant dans les pays africains où, effectivement, les mamans ne sont pas traitées. Je vous posais la question, en fait, parce que j'aurais dû vous la poser à l'envers, c'est de quelle manière le sida ne se transmet pas ? Parce qu'on a toujours l'impression que 40 ans après, il y a encore des vieux fantasmes. Je laisse Élie répondre parce qu'il y a ces questions sur le Sida Info Service. Oui, en étant écoutante à Sida Info Service, on reçoit énormément encore de questions sur est-ce que je peux être contaminée dans la vie quotidienne ? Est-ce que je peux être contaminée en partageant des couverts, en partageant une boisson avec une personne séropositive, en serrant la main de quelqu'un qui a une coupure. On a énormément toutes ces demandes-là qui arrivent. La réponse, c'est non. Le VIH, c'est pas un virus qui se transmet dans la vie quotidienne, qui se transmet en contact avec les personnes. C'est un virus qui se transmet majoritairement sexuellement. La transmission par le sang, elle concerne des situations quand même très très spécifiques, des situations notamment d'échange de matériel d'usage de drogue. Il n'y a pas de risque à rencontrer dans la vie quotidienne des personnes séropositives et à vivre avec. Et on a encore aujourd'hui toute cet imaginaire d'une maladie contagieuse, ce qui n'est pas aidé par le Covid, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on parle de transmission par aérosol. L'ennemi invisible. C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, on a encore cette image-là, il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image-là du virus du VIH qui se transmettrait hyper facilement, en contact simple, voire par postillon, par choses comme ça. C'est de l'imaginaire. C'est absolument pas comme ça fonctionne ce virus. C'est non. C'est non. Les moustiques, Docteur. c'est non, par exemple. Les moustiques, non. Non. Et même les moustiques tigres. C'est non. Et donc, finalement, là, on voit une grosse différence entre le VIH et la Covid-19, c'est que les modes de transmission du VIH sont connus et elles ne bougent plus depuis des années. Alors que là, pour la Covid, on ne sait pas encore
trop, ça change en fonction des publications. Alors, on va parler de prévention, alors qu'il y a une autre pandémie. Pas facile de faire passer les messages déjà en temps naturel, mais alors quand il y a une autre pandémie, c'est encore plus difficile. En matière de prévention, en l'absence de vaccin, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire si on veut se protéger du sida ? Élie ? Premièrement, ce qu'on dit depuis quand même un moment, ça va être l'usage du préservatif dans les rapports sexuels avec des personnes dont on ne connaît pas le statut sérologique ou qui sont séropositives et qui n'ont pas un traitement en cours ou efficace. Ça, c'est la première chose qui existe, c'est la première corde à l'arc de la prévention. Mais aujourd'hui, on a quand même d'autres choses. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a le traitement post-exposition. Ça arrive d'avoir des rapports non protégés, ça arrive d'avoir des accidents de préservatifs. Si vous pensez avoir pris un risque, le traitement post-exposition existe, il peut être pris dans les 48 heures. Il y a également quelque chose qui s'appelle la PrEP, prophylaxie pré-exposition. Absolument. Donc c'est avant ça. Absolument, c'est un traitement qui se met en place pour les personnes qui ont du mal, qui ont des difficultés à protéger leur rapport par préservatif, qui sont vulnérables au VIH et qui va être pris soit de manière quotidienne, en continu, comme c'est un petit peu grossier comme comparaison, mais un peu comme on prendrait une contraception. Soit de manière discontinue au moment du rapport et juste après pour éviter une infection. Ça consiste en quoi la PrEP ? La PrEP, c'est une bithérapie. Donc c'est 2 molécules de traitement qu'on utilise aussi pour traiter les personnes séropositives, mais dont on s'est rendu compte qu'elle avait aussi un effet protecteur. Mais ça veut dire que les gens le prennent toute l'année, c'est ça ? Ça peut être pris toute l'année en continu. D'accord, pas d'effet secondaire Il y a une surveillance autour de certains effets secondaires, mais l'avantage de la PrEP, c'est qu'elle peut être arrêtée. Contrairement à lorsqu'elle est prise, ces molécules sont prises par des personnes séropositives, on peut l'arrêter. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça tout seul dans son coin, docteur Djebar. Non, pas du tout, on ne peut pas faire ça dans son coin. Donc parce que même si les effets secondaires sont vraiment minimes, il peut y en avoir sur le rein, et parce que ça ne protège que du VIH. Donc ce sont des personnes qui ont des rapports sexuels non protégés, et qui prennent des risques pour toutes les IST. La PrEP ne protège que du VIH. Ça ne protège pas des autres IST. Donc pour le suivi actuel des personnes qui sont sous PrEP, soit de manière continue, c'est-à-dire en comprimé tous les jours, soit pour couvrir la période d'activité sexuelle, exige un suivi régulier tous les 3 mois pour vérifier s'il y a eu contamination par les autres IST, donc on les traite, pour surveiller s'il y a eu effet secondaire ou pas, et pour vérifier également qu'ils ont bien pris leur PrEP et qu'ils n'ont pas été infectés par le VIH. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contamination chez les personnes qui ont pris correctement leur PrEP. D'accord. Les études ont montré que le taux de protection de la PrEP est supérieur à celui du préservatif. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur une notion mal connue que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, et qui a été très mal connue du grand public. C'est ce qu'on appelle indétectable égale intransmissible. Alors on va revenir là-dessus. On parle beaucoup, vous savez, de ces patients asymptomatiques pour ce qui concerne le coronavirus. Est-ce que c'est la même chose ? Non, ça n'est pas la même chose. Alors, non, ça n'est pas je vous écoute. Non, ça n'est pas la même chose. Indétectable égale intransmissible concerne les personnes infectées par le VIH qui sont sous traitement et qui, sous traitement, ont une charge virale indétectable depuis 6 mois. Donc c'est au moins 6 mois, c'est-à-dire avant, c'est pas concerné, c'est ça ? Parce qu'on veut avoir les 6 mois pour vérifier que la charge virale reste bien indétectable. Parce que parfois, il peut y avoir des blips, il peut y avoir des blips. Ah. Des moments où la charge virale augmente, on ne sait pas pourquoi. Donc, pourquoi on appelle ça un blip ? Parce que ça vient, ça monte, et puis ça redescend, non. Ça prend... voilà. Et donc, au bout de 6 mois d'indétectabilité sous traitement, ces personnes, si elles continuent à bien prendre leur traitement, ne peuvent plus contaminer leur partenaire. C'est indétectable égale intransmissible. Donc, c'est la notion que le traitement, en plus de traiter, c'est une prévention. D'où l'intérêt de se faire dépister pour être traité et pour être donc non contaminant. C'est ça la logique. Les projections statistiques disent que si on dépiste toutes les personnes affectées par le VIH et on les traite, en 2050, il n'y aura plus de VIH.
Donc c'est le moyen de l'éradiquer. C'est ça. Pas de vaccin, mais c'est un moyen d'en arriver à bout. Vous pouvez préciser pour nous ce que c'est cette notion de indétectable? Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout le virus? Non, c'est pas tout à fait ça. Je vous disais au début, quand le virus pénètre dans l'organisme, il va entrer dans la cellule et la cellule va commencer à fabriquer d'autres virions, d'autres virus. Et donc la charge virale, c'est la quantité de virus qui circule dans le plasma. La charge virale va monter, va atteindre des valeurs de 100 000, 1 million par millimètre cube. Quand on met en place un traitement efficace, la charge virale va diminuer progressivement jusqu'à devenir indétectable. L'indétectabilité, c'est le niveau que détectent les laboratoires. Actuellement, on considère l'indétectabilité à 50 copies, c'est-à-dire quand il y a moins de 50 copies, les appareils ne détectent plus. Et en France, le niveau est à 20 copies. Quand on est indétectable, on a moins de 20 copies par millilitre et donc on est indétectable. Mais si on arrête le traitement, la charge virale remonte. Donc, ça, c'est l'histoire naturelle du virus. C'est sûr, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, quand on est indétectable, pour continuer à être intransmissible, il faut continuer son traitement et le suivi, parce que le suivi va vérifier que la charge virale reste indétectable. C'est ça ce que c'est qu'une maladie, on va dire, chronique, voilà. Qui se chronicise. C'est comme l'hypertension artérielle. Si vous arrêtez votre traitement, la tension remonte. Comment les traitements ont-ils évolué aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH? Je te laisse. Élie. Il y a eu une énorme progression des thérapies pour les personnes séropositives. Il faut savoir quand même qu'au début, les premières trithérapies, elles étaient extrêmement lourdes. Elles avaient extrêmement d'effets secondaires. Elles consistaient aussi souvent en parfois jusqu'à une dizaine de cachets par jour, ce qui est vraiment pas rien. Aujourd'hui, la plupart des personnes séropositives qui sont traitées en France, elles ont un cachet à prendre par jour. 1 à 2 cachets, selon la thérapie choisie, à prendre par jour. Il y a énormément d'études en cours sur des allègements thérapeutiques, à savoir prendre soit une bithérapie, soit le traitement 5 jours sur 7, donc pour permettre aux personnes d'avoir quand même un week-end sans traitement. Parfois, ça permet aussi de se dire, bon voilà, une vie un peu plus normale, avec moins cette pression du traitement quotidien. Il y a eu énormément de progression au niveau des effets indésirables qui sont de moins en moins présents. On pense beaucoup, les premières trithérapies, à des lipodystrophies, des déplacements de la graisse sur le corps, des choses qui étaient visibles, qui étaient stigmatisantes. On voyait les gens qui avaient des visages qui se creusaient, hein, donc ça s'affichait. Oui. Ça se voyait. Et là, aujourd'hui, on n'a pas ce genre de choses. On n'a pas ces effets indésirables visibles. Il peut y en avoir, bien entendu, comme pour tout traitement, mais ils vont être nettement moins stigmatisants. Donc aujourd'hui, c'est en ça que ça a changé. Et puis c'est quoi? C'est un cachet par jour, c'est ça? Oui, si on veut résumer, c'est simplicité, efficacité et meilleure tolérance. La simplicité, c'est que dans un comprimé, vous avez 3 molécules différentes. Vous avez une trithérapie sous forme d'un seul comprimé, 1 fois par jour. Donc voilà ce que veut dire un comprimé. En fait, vous avez votre trithérapie dans un comprimé à prendre 1 fois par jour. C'est pas 3 cachets, tout est dans le... On peut encore pour certains être sous forme de 3 cachets, mais on n'est plus aux 10 comprimés 3 fois par jour. Les Français pensent qu'ils ont plus le risque d'attraper le coronavirus que le sida. Est-ce que c'est une question auquel vous répondez sur le site ? Alors, nous, c'est la question qu'on nous a beaucoup posée, c'est est-ce que le coronavirus est une maladie sexuellement transmissible? Est-ce que ça va se transmettre sexuellement? Mais c'est une super question, en fait. C'est une question très intéressante. Il y a 2 réponses. La première, c'est que oui, elle peut se transmettre dans la sexualité dans la mesure où les mesures de distanciation sociale sont par définition pas possibles dans la sexualité. L'autre réponse, c'est que non, c'est pas une maladie qui se transmet par la sexualité, parce qu'une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie dont la transmission principale, c'est la sexualité. Est-ce que les personnes qui sont exposées, enfin en tout cas qui sont VIH positifs, sont plus exposées au coronavirus? Et comment ça retentit sur eux? Ces personnes ne sont exposées plus que le grand public, uniquement si leur immunité est basse. C'est-à-dire, ils ont un taux de CD4 qui est inférieur à une valeur qui est de 200 copies par millilitre. À ce moment-là, ils peuvent être plus vulnérables à attraper la Covid-19 et surtout à faire des complications. Mais tous ceux
qui ont une immunité correcte, qui ont plus de 200 CD4, ne sont pas plus exposés ni à la contamination, ni aux complications. Élie Thérault, la sérophobie est toujours très présente. C'est un sujet que vous traitez sur ce nouvel outil, sur ce nouveau site. Qu'est-ce qu'on appelle déjà la sérophobie ? La sérophobie, c'est ce qu'on appelle la sérophobie, c'est la discrimination envers les personnes séropositives ou qu'on suppose séropositives. Mmh. Donc ça va avoir un impact sur plein d'aspects de la vie. Ça va être la vie professionnelle, ça va être la vie quotidienne, ça va être la vie relationnelle. C'est extrêmement compliqué pour une personne séropositive aujourd'hui, à l'heure de l'indétectable égale intransmissible, de juste trouver des partenaires, que ce soit sexuels ou amoureux. Aujourd'hui, c'est la maladie qu'on peut toujours pas dire, et c'est toujours la maladie numéro 1 qu'on ne peut pas dire, Dr Djebar. Oui, tout à fait. C'est toujours la maladie qu'on ne peut pas dire. Alors, moi, par exemple, moi, en tant que médecin, je conseille à mes patients de ne pas se lancer à dire à tout le monde, parce que la discrimination arrive très, très vite. Il est important pour les personnes infectées par le VIH d'avoir une ou deux personnes avec qui partager le secret, mais c'est encore une maladie qu'on ne dit pas. Et au niveau de la discrimination, je voudrais juste rajouter quelque chose qui va peut-être être très, très étonnant. C'est la discrimination des professionnels de la santé. C'est-à-dire ? Ces personnes sont discriminées par des professionnels de la santé, des dentistes qui ne veulent pas les soigner, des médecins qui ne veulent pas les prendre en charge. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle on essaye de travailler au niveau de la sérophobie. Il n'y a pas d'obligation de prise en charge et de soins de la part de ces professionnels de santé ? Bien sûr que si, mais s'il n'y a pas de contact, si ça se passe mal, nous, on conseille aux personnes de changer de professionnel, pas rester avec un dentiste qui vous soigne à contre-cœur. Alors, Élie, vous êtes écoutante, vous me rappelez sur votre site que l'écoute n'a pas vocation à se substituer à des consultations médicales ou à des consultations psychologiques ou à des espaces de socialisation. Donc, finalement, quel est votre rôle en tant qu'écoutante ? On a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information, il est primordial, c'est une partie primordiale du soin, en fait. Une personne qui ne sait pas pourquoi elle doit se faire dépister, qui ne sait pas comment se transmettre les maladies sexuellement transmissibles, qui ne sait pas comment prendre soin d'elle, ne va pas pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est l'écoute. L'écoute, certes, ne se substitue pas à, par exemple, une prise en charge psychologique pour des gens qui seraient très très mal, mais ça peut être un premier pas. Lorsqu'on a quelque chose dont on a besoin de parler, dont on n'a jamais osé à parler à qui que ce soit son médecin, que ce soit un psy, que ce soit un ami, sa famille, pouvoir en parler de manière anonyme et confidentielle, c'est énorme. C'est déjà une libération. Et ça permet aussi d'avancer. Alors, la plateforme d'information, comment elle fonctionne ? Comment on rentre en contact avec elle ? Alors, sur Sexualité Info Santé, on a une première approche qui est par le site internet. Les gens vont pouvoir nous trouver soit par nos communications sur les réseaux sociaux, soit en cherchant sur Google des informations sur, par exemple, les infections sexuellement transmissibles, sur la vaginose, sur toutes ces choses dont on parle. La deuxième étape, si ces personnes ont besoin d'aller plus loin par rapport à l'information qu'elles ont trouvée ou ont besoin d'échanger, ça va être un contact soit par mail, soit par live chat avec des écoutants professionnels. D'accord. Et donc vous répondez, alors si c'est live, c'est en direct. Tout à fait. Et si c'est un mail, vous... On répond dans les 48 heures. D'accord. Donc et là, c'est une vraie personne, hein, c'est pas... Absolument, c'est pas des robots. C'est pas une machine, ou c'est pas ce qu'on appelle des templates, vous savez, ces espèces de courriers tout faits qui vous donnent les réponses. Hein. Non, c'est vraiment une vraie personne qui est derrière l'ordinateur et qui va répondre, une personne formée, une personne professionnelle. Quand on pense au racisme, on pense souvent aux insultes et aux violences physiques. Le racisme, comment est-ce qu'il se manifeste dans la sexualité ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la sexualité, c'est pas un espace neutre et c'est pas un espace imperméable à ce qui se passe dans la vie d'une personne. Toutes les violences et toutes les discriminations qui ont cours dans la société, elles vont à un moment ou à un autre pouvoir se traduire dans la sexualité. Pour le racisme, nous, ce dont on parle sur notre site notamment, parce que c'est quelque chose dont on entend peu parler, c'est les processus de fétichisation. C'est-à-dire une personne
l'exemple qui a été assez médiatisé il y a quelques années, c'est l'exemple des femmes asiatiques qui sont fétichisées. Il y avait une sortie d'un écrivain célèbre qui s'appelle Yann Moix notamment. Absolument, ce sont tous ces clichés qui ont la vie ces dure. Clichés qui ont la vie dure et qui sont extrêmement violents parce que finalement ils ignorent l'individualité d'une personne. Ça va être il y en a énormément, ça va être les femmes asiatiques qui sont plus soumises, ça va être la sexualité un peu débridée des hommes africains ou des femmes africaines. On va être sur des choses qui sont extrêmement racistes et qui, pour certaines personnes, vont être tournées de manière positive. C'est-à-dire, non, c'est pas raciste puisque c'est ce que je désire. Mais en fait, c'est un processus de fétichisation. Et comment on déconstruit justement alors déjà, de prendre conscience de ce type, parce que personne n'est à l'abri d'avoir ce type de réaction. Déjà, d'en prendre conscience et d'en parler, c'est une première chose. Après, l'idée aussi de cet article, c'était, parce qu'on en parle sur notre site, c'était aussi que les personnes au même titre que vous parlez de la femme maghrébine Absolument. Et de l'homme noir, attention. Absolument. Il n'y a pas que la femme asiatique. Exactement. L'idée aussi, c'était de déculpabiliser la personne qui vit ça, qui subit cette violence, parce que c'est une violence, et de lui dire, voilà, c'est pas forcément à toi de faire de la pédagogie auprès de tes partenaires sexuels. Ça peut être le rôle de quelqu'un d'autre qui est juste pas toi, parce que c'est déjà très violent de se prendre ça. Si en plus derrière il faut aller dire à la personne, mais tu sais, toutes les femmes maghrébines ne sont pas comme ça, tous les hommes noirs ne sont pas comme ça, c'est d'une violence terrible. Docteur Djebar, j'aimerais qu'on termine l'émission et sensibiliser les gens qui ont entre 45 et plus. Ce public-là se sent très peu à risque d'attraper le VIH. Il ne se sent pas concerné. Et dans toutes les études qui sont faites, on voit que la notion de risque décroît plus on monte en âge. Alors que sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate ? Sur le terrain, on a constaté il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on a été très surpris par l'augmentation. Vous savez, tous les ans, il y a la publication des chiffres de nouvelles contaminations. Bon, ça arrive vers le 1er décembre. Et subitement, il y a 2-3 ans, on s'est rendu compte de la courbe croissante des personnes seniors infectées. Donc ça, 45 ans, mais même plus, 45 ans. Ce sont des personnes qui étaient en couple depuis très très longtemps, qui se sont séparées, qui n'ont aucune information, aucune base sur la... Ceci dit, ces gens-là, ils ont connu l'arrivée du sida. En 80. Mais en tous les cas, tant qu'ils étaient. Ce qu'on a dit du VIH, ils ne se sentaient pas concernés. Ils ne se sentaient pas concernés, ils ne se sont pas sentis concernés pendant des années. Ils étaient un couple stable pendant des années. Et à un moment, ils se séparent ou alors ils ont envie de voir autre chose. Et à ce moment-là, ils ne sont pas informés parce qu'ils n'ont pas été vers l'information. Ils savent que le VIH existe, mais c'est pour les autres, pas pour eux. Et ils n'ont jamais eu accès à l'information. Ouais, absence de conscience du danger, finalement. Oui, tout à fait. On n'est pas concernés, nous, les vieux. Les seniors, on n'est pas... Mais non. Non. C'est pas ce que vous constatez, vous, sur le terrain. On constate au contraire une augmentation, ça s'est stabilisé là, mais on constate une augmentation des contaminations des personnes âgées. Et là, quand vous dites âgées, c'est-à-dire ? La personne âgée, c'est essentiellement les seniors, plus de 55 ans. D'accord. Ouais. Et là, si vous regardez les chiffres de nos appels, ce qui est très, très étonnant, c'est que les jeunes, ce sont ceux qui utilisent le moins le préservatif, les très jeunes, moins de 20 ans. En proportion, ce sont ceux-là qui utilisent le moins de préservatifs. Quand ils les utilisent, c'est ceux-là qui ont le moins d'incidents de rupture de préservatif. Donc il l'utilise bien. Il l'utilise bien. Les tranches plus âgées n'utilisent pas le préservatif. Ils l'utilisent plus souvent, mais ils ont plus de ruptures. On a eu quasiment une année Covid. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur les programmes SIDA, cette année Covid ? Pour vous, en termes de prévention, vous sentez que les choses ne se passent pas comme d'habitude ? Non, ça ne se passe pas comme d'habitude, puisqu'on a constaté qu'entre février et avril, il y a eu une baisse de 60% de dépistage du VIH et des IST. Les personnes ne sont pas dépistées. Et à la fin du confinement, comme ils ont été dans une période où il y a eu un arrêt de la sexualité, et il y a eu
je ne vais pas dire ils ne sont pas lancés sur la sexualité, mais en tous les cas, il y a eu des prises de risques plus importantes. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu des séances de rattrapage ? Voilà, si vous voulez les appeler comme ça. C'est comme vous voulez, hein. Mais oui, si vous voulez. Et donc, du coup, ils ne sont pas dépistés. 60%, c'est énorme. Sur février, mars, avril, baisse de 60% de tests en moins, de pratiqués en moins. De taux de dépistage. Et ensuite, les personnes ont pris des risques parce qu'ils sortaient d'une période de confinement. Donc, la Covid a eu une répercussion sur vos programmes, hein, sur vous, sur votre métier au quotidien, l'information. Alors, Élie Thérault, j'aimerais qu'on rappelle cette nouvelle plateforme qui a été mise en place par SIDA Info Service. Donc, c'est le nom simplement pour savoir comment on vous trouve. Hein. Alors, c'est sexualité au pluriel, info, santé. Et on nous trouve à www.sexualité au pluriel, -info-santé.fr. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Docteur Djebar, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rappeler qu'on pouvait arriver sur cette plateforme également par le numéro de SIDA Info Service, qui est le 0800 840 800, ou par le site internet de SIDA Info Service, qui est sidainfoservice.org. Bon, j'espère qu'on vous a donné pas mal d'informations, hein, de messages. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous aurez la vidéo disponible sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.